Cette année, on a lancé Frisbee et le pitch est aussi simple que redoutable. Avec Frisbee, vous avez accès très facilement tous les mois à au moins 10 micro-influenceurs qui vont pouvoir mettre en avant votre marque dans un post sur LinkedIn. Et le process est le suivant. On a d'abord besoin de savoir quelle offre vous allez pouvoir mettre à disposition des créateurs. Par exemple, 6 mois gratuits, 12 mois gratuits, 1 an et demi gratuit, 2 ans gratuits. Plus l'offre sera belle, plus vous avez de chances d'attirer les meilleurs créateurs et créatrices. En numéro 2, quelle offre vous allez mettre à disposition des audiences de ces créateurs. Par exemple, un free trial de 15 jours, de 30 jours ou même de 2 mois. Encore une fois, plus l'offre est belle, plus vous augmentez vos chances de conversion. Et enfin, il vous suffira juste de nous mettre à disposition un lien UTM pour traquer les résultats de l'OP et un Media Kit avec vos éléments de langage, vos images, vos vidéos, vos gifs pour illustrer les posts des créateurs. Et ensuite, de notre côté, en un, on va recruter déjà 10 micro-influenceurs pour vous et on va coordonner tout le processus de A à Z. Ensuite, on va pouvoir centraliser tous les résultats, les liens de chaque post et leur reach affilié. Et dès la fin de l'opération, nous pourrons vous envoyer toutes les datas reliées à votre campagne. Le nombre de clics, le nombre de vues et le taux d'engagement. C'est simple, non? En matière de résultats attendus, je peux te donner un exemple très simple d'une campagne qu'on a menée pour Notion le mois dernier. Notion nous avait demandé un pack de 15 micro-influenceurs. Nous avons donc recruté 15 micro-influenceurs qui ont fait 15 posts sur leur compte LinkedIn. Résultat, plus de 115 000 vues en cumulé et pour un prix de seulement 1 000 €. Ce qui fait environ 50 € par post et moins de 10 € les 1000 vues. C'est tout bonnement imbattable. Et si vous voulez tester, vous pouvez cliquer sur le lien ci-dessous. Et à très vite sur Frisbee. Ok, bah écoute, je pense que c'est bon, ça rec. Bonjour à tous, bienvenue dans La Chapelle Radio, dans les épisodes hors série de l'été. Voilà, pour tout l'été, j'ai préparé plein d'épisodes avec des entrepreneurs et créateurs de contenu. C'était un petit peu la thématique. Et du coup, je suis hyper content là de recevoir Enzo Colucci. Déjà, est-ce que je prononce bien ton nom? Tu prononces bien, mec. Enzo Colucci, on est bon. Tout est Eh ben nickel, écoute, Hugo. c'est carré, c'est impeccable. Alors c'est trop cool parce que moi je te vois partout. Du coup, tout le monde me parle de toi. J'ai l'impression du coup de te connaître alors qu'on s'est jamais parlé. Donc en fait, Mhm. ce qui est intéressant, c'est qu'on va se découvrir dans ce podcast. Je sais un peu quand même ce que tu fais, mais du coup, ça va permettre de rentrer dans le détail comme si on s'était fait, tu sais, ces fameux calls de rencontres que tout le monde fait, d'ailleurs que je fais moi de moins en moins. Donc limite, souvent, j'utilise le podcast pour rencontrer les gens que je voulais rencontrer pour optimiser le temps, quoi. T'as raison, mec. Ça sert à ça aussi, le Du podcast. Mhm. Eh ben, en fait, du coup, franchement, sauf que moi, du coup, je vais pas me présenter, mais je vais te demander de faire. Est-ce que tu peux faire la petite short story là d'une minute pour te représenter et pour les gens qui ne te connaissent pas encore? Yes, bah du coup je m'appelle Enzo, ça fait 11-12 ans maintenant que je baigne dans l'univers de la vente. J'étais sportif de haut niveau quand j'étais plus jeune et puis bref, j'ai fait plein de secteurs d'activité différents. J'ai levé des fonds pour des ONG quand j'étais jeune, donc j'étais le connard qui t'arrêtait dans la rue pour te vendre une asso dont on avait rien à foutre et te signer en one shot. J'ai monté une boîte dans le nettoyage automobile, j'ai bossé 3 ans et demi dans une start-up d'aide à domicile pour personnes âgées qui s'appelle WeHelp, qui est aujourd'hui un gros acteur du secteur. J'étais le premier sales. Puis après, je me suis fait chasser par une autre boîte en étant le premier sales Exact. qui s'appelle Sunday. Grosse boîte cette fois-ci dans la fintech, créée par Big Mama, qui a eu un peu qui a eu le record du seed jamais réalisé en France. On avait levé 24 millions de dollars, et ça a été assez énorme comme aventure. Et aujourd'hui, du coup, Sur un PowerPoint, hein, je crois, hein, c'est ça? quasiment sur PowerPoint. En tout cas, heureusement, il y avait quand même de la data parce qu'ils étaient déjà bien en MVP chez Big Mama. Donc, quand tu as la chance d'être déjà dans les Big Mama, Ouais, bien la sûr. data que tu vas pousser aux investisseurs, c'est quand même fatos. Donc, Juste pour redire, pour les gens qui connaissent pas, parce que c'est intéressant, en fait, Sunday, ça, c'est les fondateurs de Big Mama qui ont lancé ça. Et c'est le fait, en mhm, fait, de ne pas avoir besoin de demander au serveur de t'amener l'addition, la machine à carte et compagnie. En fait, tu as un code barre, pardon, un QR code un QR sur ta code. table. Voilà, Mhm. tu le scannes et tu payes directement avec ton téléphone. Soit tu payes tout, soit tu payes que ta part, chacun paye. Et en fait, c'est un peu un modèle un peu basé sur la confiance. Et j'ai pas les datas exactes, mais il me semble que, bah, en fait, 95% des gens, même plus, sont honnêtes. Mais qu'en fait, ce temps qui est gagné par les serveurs en fait, les serveurs, ils sont pas là pour juste encaisser de la thune. Bah, du coup, c'est ultra rentable pour les restos et ça désengorge vachement, quoi. C'est même plus que ça, tu vois, on est à 99,8%, je crois, de gens honnêtes. Les gens qui sont Ouais. malhonnêtes le resteront, qui est Sunday ou pas. Et puis de toute façon, le serveur, il a de quoi tout de suite savoir si la table est payée. Mais tu l'as très bien pitché, c'est exactement ça. C'est un gain de temps colossal pour tout le monde et à la fois aussi pour le serveur. Donc un gain de temps, un gain de thune pour les restos.
Donc bref, j'étais dans cette aventure qui a été monstrueuse, qu'on est passé de 30 à 450 en l'espace d'un an, donc tu apprends très très vite. Et maintenant, ça fait 2 ans que je suis coach de vente B2B pour tout type de secteur. Également maintenant conférencier. Je vais bientôt pouvoir dire auteur, puisque je lance mon livre fin d'année, pas sur la vente, mais sur un autre sujet qui est la résilience. Bravo. Voilà, on fait plein de choses, mais aujourd'hui, majoritairement, c'est du coaching et des conférences sur la vente. Alright, bah attends, juste, je fais un petit laïus sur le livre. Du coup, tu vas être avec quel éditeur là-dessus? J'ai Erol qui m'a signé il y a maintenant 2 ans et ce livre je le coécris avec ma petite cousine qui a fait des études en psychologie et une personne formidable aussi qui s'appelle Benoît qui avait écouté tous mes podcasts à l'époque parce que moi aussi j'ai eu un podcast il fut un temps sur justement l'aspect de résilience d'échec et là on a fini, on a envoyé le manuscrit à l'éditeur donc il va sortir normalement si tout se passe bien avant Noël. Ok, mais non, mais écoute, c'est trop cool parce que, écoute, c'est un peu une exclue, mais je parle également en ce moment avec Erol pour faire un bouquin, du coup, plutôt sur l'organisation et la productivité. Et moi, tu vois, je suis au Allez là. début du processus. Je dois démarrer, tu vois, là, quand on enregistre tous les deux, on est le 19 juin et je vais démarrer l'écriture, là, en juillet, en essayant de pouvoir fournir un premier draft, en septembre. Mais d'ailleurs, tu vois, je vais même commencer par te demander un conseil là-dessus. Toi, ça t'a mis combien de temps à tout écrire et c'est quoi un petit peu les étapes, parce que je pense que c'est beaucoup plus colossal que ce qu'on ne pense. C'est énorme et en fait moi le tips que je pourrais te donner après je sais pas mais moi c'était de m'entourer parce que avoir enfin c'est un vrai taf d'écrire aujourd'hui. Bon, on va en parler après. Il y a la création de contenu. Moi, j'écris beaucoup de posts LinkedIn ou de copywriting sur, je sais pas, newsletter ou autre. Ça a rien à voir d'écrire un bouquin pour éviter du coup la redondance et faire passer vraiment des émotions. Moi, ça m'a pris 2 ans, tu vois, avec tous les aléas qu'il y a eu dans la vie. Ça bouge tout le temps. Donc, le conseil, c'est de bien s'entourer, c'est de pas hésiter du coup à le coécrire avec une personne. Avoir une plume, j'en sais rien, tu vois, toi tu es aussi un entrepreneur qui va à 10 000 à l'heure, tu as 130 projets en même temps. Je pense que c'est un vrai putain de projet et plus tu le fais traîner, plus c'est dur de s'y remettre. Nous, on a vu qu'il y a eu des Ouais. périodes de cycle en fait pendant 2 ans où pendant 3 mois on taffe à balle. Après, il y en a un qui a un peu un truc à faire, donc en fait ça ralentit tout le groupe. Puis après c'est un autre et en fait c'était cyclique toujours par coup de 3 mois. Donc si tu peux mettre un max de contenu d'un coup et après retoucher, c'est aussi le conseil que j'avais eu de mon pote Alexis Minchala, que tu connais sans doute de Tribu Indé, qui avait lui aussi écrit un livre avec Errol sur le freelancing. Et il m'avait dit shoot tout d'un coup, draft tout d'un coup, parce que sans ça, après repasser, c'est une tanasse. Bah, en fait, c'est un peu l'objectif que je me suis mis de me dire, vas-y, je vais le faire cet été, avec en fait un véritable objectif de, par exemple, de d'écrire une demi-heure, une heure et demie tous les jours. Tu vois, Mhm. que ça soit devienne genre un peu la routine matinale, sachant que moi, pendant l'été, je prends quand même un mois de vacances, je prends 2 fois 2 semaines, donc où on Ouais. travaille, mais où voilà, je peux à un moment donné, lors de l'après-midi, prendre une heure ou quoi. Parce que toi, t'estimes à combien d'heures d'écriture pour arriver à quelque chose qui tient Bah, la ça route, on dépend va combien dire. de pages, ça dépend. Toi, je sais même pas aujourd'hui où t'en es. T'as envoyé, ça veut dire que t'as envoyé du coup le plan et que le comité d'édition a validé le plan déjà, c'est ça? Alors, du coup, tu vois, on en est à cette étape-là, là. Ah ok ok. Donc ouais bah déjà faut travailler le plan. Nous c'est ce qu'on avait fait avec ma cousine. On s'était posé, ça on avait fait ça peut-être sur 2, 3 samedis après-midi. Donc tu vois on se prend à chaque fois je sais pas 3 heures. On voit tout ce qu'on veut mettre dedans, on shoot un premier draft et puis après je sais pas il y a des centaines d'heures d'écriture en réalité parce que moi j'ai fait aussi des interviews. Le bouquin il va faire je sais pas plus de 200 pages. Il y a 10 Ouais. chapitres. Dans chaque chapitre il y a 2 personnes que j'ai été réinterviewées, des gens qui ont connu des choses hyper fortes comme pas que des peines de cœur ou planter sa boîte, mais aussi de l'alcoolisme, la prison, perdre une jambe, des choses très fortes. Et donc après, il a fallu retranscrire, il a fallu du coup analyser. Donc ouais, t'as des centaines d'heures de travail là sur le bouquin. Ok, bah écoute, c'est encourageant. Bah, je te tiendrai au jus dans tous les cas. Bah, Avec écoute, bah, plaisir. merci en tout cas pour ce live sur la partie livre. Parce que c'est vrai que moi, c'est quelque chose que j'ai un peu dans ma to-do depuis longtemps. Alors encore une fois, hein, que les gens, je pense que même si les gens le savent, hein, mais de toute façon, on n'écrit pas vraiment de base un livre pour gagner de l'argent. Mais donc du Ah, c'est coup, pas pour l'oseille. bah alors du coup, pourquoi on écrit un livre si c'est pas pour l'argent? Moi, je m'étais toujours dit un jour que sans doute que j'écrirais un bouquin. Je savais pas quand ni sur quoi, mais c'est un truc qui m'a toujours un peu attiré. Moi, ça a été l'opportunité parce que c'est Errol, moi pour le coup, qui est venu aussi me chercher il y a 2 ans sur LinkedIn en mode ah, on aime bien ce que tu fais. Est-ce que tu as pensé à écrire un bouquin? Et je me suis dit oh putain bah peut-être que c'est le moment où il faut le faire. Et c'est absolument pas pour l'argent, parce qu'on va parler franco. Tu vois, le livre tu vas le vendre entre 15 et 20 balles. Eux, ils vont prendre 90%.
Donc il te reste 10%. Nous, tu vois, on est 3, donc en plus c'est 3,33 chacun. Ça fait 1,50 € brut par livre, divisé par 3, 50 centimes par livre. Même si Ouais, j'en vends 10 000, tu vois, au mieux ça va payer des vacances et quelques restos à la daronne. Mais ça va pas non plus me changer ma vie. Donc ouais. c'est pas pour les thunes, c'est vraiment pour le challenge, je pense, le projet de se dire putain, genre j'ai écrit un bouquin. Et donc du coup, c'est à la fois, je pense, ça nourrit les aspects de notoriété, dépendamment d'où tu en es dans ton branding, et du coup, si tu es assez avancé, un aspect d'autorité. Où là, du coup, c'est encore autre chose, c'est que vraiment tu te différencies de ce que fait tout le monde, et ça assoit vraiment ta légitimité. Moi, tu vois, je parle de résilience, c'est très corrélé finalement aux sales. Les aspects de résilience, de ne rien Clairement. lâcher, même si là, du coup, je vais chercher des histoires qui sont hors travail, tu vois, hors entrepreneuriat. Donc c'est des choses que je peux aussi, tu vois, réutiliser finalement dans mes coachings, dans ma vie. Donc c'était un travail, c'est une prise de recul, je pense, sur les choses, et c'est un vrai défi que d'écrire un bouquin. Franchement, c'est beaucoup plus dur qu'on le croit. Mais c'est après Ouais. la récompense, je pense, elle est incroyable. Mais en plus, est-ce que en plus après, avec tout ce contenu du coup que tu as écrit, que tu as de manière méthodique placé en fait dans un plan, dans une méthode. Tu vois, en fait, moi je repense à, tu vois, quand on était au lycée, t'as une disserte de philo, on te propose une Hmm. problématique. Au début, tu te dis bah ouais, en vrai, je sais pas quoi. Tu vois, je sais pas comment y répondre. Et là, tu te mets à réfléchir, tu te mets à mettre un plan et tu te rends compte qu'en fait, les clés et les connaissances, tu les as, et tu commences à les mettre dans ton plan. Et à la fin, tu as écrit deux copies doubles sur un sujet. Et en vrai, enfin, tu vois, j'arrivais pas à mettre des mots là-dessus à l'époque, mais en fait, après avoir fait une disserte de philo ou une disserte de français ou de d'éco ou de ce que tu veux, bah, en fait, tu te sentais quand même plus intelligent que 4 heures avant parce qu'en fait, d'un coup, bah, en fait, un sujet sur lequel tu avais peut-être jamais réfléchi, bah là, d'un coup, tu t'étais mis, en fait, à réfléchir dessus et à mettre une méthode. Comme c'était pareil, le jour où je me suis dit, tiens, je vais écrire un playbook sur l'organisation, je parle toujours d'organisation sur LinkedIn, bah, je vais essayer de tout Hmm. centraliser à un seul et même endroit. Bah, j'ai commencé à faire comme un lycéen, à prendre une feuille, à mettre tout ce que je savais, et après, prendre des stabilos, dire ça, vas-y, partie 1, partie 2, ça va être plutôt ça. Et en plus, à la fin, tu arrives à te Hmm. dire, bah, en fait, j'ai écrit une méthode. Et là, du coup, en effet, tu dis, ah, ok, bah, en fait, je suis pas juste un mec, un aficionados. Je suis peut-être expert là-dessus parce que du coup, j'ai une méthode et j'ai X centaines d'heures de connaissances que je peux remettre par écrit et du coup, transmettre aux gens. Et je pense que c'est à ça que sert le livre aussi beaucoup. Il faut le faire avec ta patte, je pense surtout ce que écrire un livre sur un truc qui existe déjà, je trouve que ça n'a pas trop de sens. Même s'il y Ah, a bah, du coup plein clairement. de sujets qui ont été un peu tordus dans tous les sens, mais faut amener ta patte. Faut amener ta patte sur la façon que tu as d'amener du coup tes idées, les vulgariser. Et c'est ça qui est à la fois hyper dur, mais hyper enrichissant, quoi. C'est de Tu faire ce que font m'étonnes. pas les autres. Exactement. Bah écoute, je pensais pas qu'on allait parler pendant 10 minutes d'un bouquin, mais en effet, franchement, de plus en plus de gens veulent le faire, de plus en plus de gens le font. D'ailleurs, bah, on peut remercier les éditions Erol là-dessus qui sont très aidantes et vulgarisantes, on va dire, là-dessus en nous donnant, en nous donnant ces opportunités, pardon. Moi, je voulais aussi réagir sur le fait que tu m'as dit que tu avais été un sportif de haut niveau. Tu peux nous en dire un peu plus? Tu m'entends? Je crois C'est qu'on a bon, eu un c'est petit revenu. lag. Ouais, on a eu un petit bug, on le coupera au montage ou pas. Mais Ouais, c'est alors, du coup, revenu. désolé, je te demandais, du coup, t'as été sportif de haut niveau, tu peux nous dire dans quoi? Ouais, ouais, moi j'ai fait beaucoup de basket de mes 10 à 20 ans. J'ai eu une grosse Ouais, période intense juste fin collège, lycée. Donc beaucoup de basket, sport co. Tu t'entraînes entre 2 et 4 heures par jour, plus les matchs de week-end. Donc c'est beaucoup de sacrifices. Et puis à un moment donné, tu te rends compte que tu vas pas percer. Tu vas pas percer en tout cas au plus haut niveau. Tu peux avoir un très bon niveau semi-pro, national. Mais du coup, tu vas taper ton SMIC tous les mois pour avoir toutes les contraintes et tous les sacrifices que ça demande. ok, écoute, on est de retour avec Enzo. Alors, ceux qui nous regardent sur YouTube voient j'ai changé de casquette, j'ai changé de décor. Alors, toi, t'as pas changé de bandeau, t'as changé de décor. Mais du coup, on est une semaine après parce qu'on a eu des putains de problèmes techniques la semaine dernière, problèmes de connexion, je pense, qui étaient plus de mon côté. Et donc, du coup, là, moi, je suis dans mes bureaux et toi, je crois que t'es dans les tiens aussi. Et on va Exact. pouvoir poursuivre le podcast si tout est bon. Yallah, on est parfait, mec. Eh ben écoute, tu vois, je réécoutais un petit peu la première partie qu'on avait tournée la semaine dernière. On était sur le sport de haut niveau.
Parce qu'on venait de faire un gros live sur le livre et on avait parlé longuement sur ce sujet. Tu m'avais donc indiqué que tu avais fait du sport de haut niveau. C'était quoi, plus jeune ou quoi? Est-ce que c'est quoi? C'est la classique, 18 ans, ligament croisé, tu passes pas pro. Enfin, on est sur quel bail un peu? Bah, moi, je pense que ça a été, enfin, je vais pas dire plus dur, parce qu'il n'y a pas de comparaison en matière d'échecs. C'est un peu d'ailleurs le sujet de mon bouquin. Non, moi, j'ai fait beaucoup de basket. Je suis tombé amoureux du basket, genre au début du collège. Au début, j'en faisais un peu pour rigoler. J'ai été très très bon tôt, parce que j'ai fait une poussée de croissance plutôt que les autres. Moi, j'ai pas bougé depuis que j'ai 12 ans, 13 ans, tu vois. Donc, par contre, avant tout le monde, j'étais plus grand. Et ça m'a donné un peu de facilité. J'étais bon, je mangeais, je dormais, je faisais tout basket. Je ne regardais que ça. Et j'étais un grand fan, et donc je suis monté petit à petit jusqu'à jouer en national quand j'étais du coup au lycée. Et après, ce qui a fait que j'ai pas percé, pour le coup, c'est un sport qui est extrêmement discriminant en termes de taille. Moi, je fais 1m80, tu vois, donc c'est hyper compliqué de percer. C'est des postes, les meneurs de jeu, où il y a toujours beaucoup de monde, forcément. C'est ultra compétitif. C'est du sport individuel dans du sport co, j'aime bien dire, tu vois. Ouais. Et puis, je pense très honnêtement, donc outre le fait que j'avais pas la taille, j'avais pas le mental. Faut le dire, tu vois. Genre, en fait, on me demande aussi très très jeune, quand t'as 14, 15, 16 ans, d'avoir un mental de daron pour pouvoir percer, pour pouvoir aller dans les centres de formation. Moi, j'avais refusé un centre de formation parce que je voulais rester avec ma daronne quand j'étais jeune. J'ai refusé du coup Orléans. J'avais peur de partir, en fait. J'avais peur aussi, tu vois, de laisser ma daronne, mais j'avais peur, moi, d'y aller tout seul. Alors qu'aujourd'hui, tu me mets sur un terrain, je pense que je graille tout le monde juste avec le mental. Mais à l'époque, c'était dur. Et c'est ce qui a fait, je pense que j'ai pas percé. C'est ma taille qui fait que j'étais ultra discriminé. Et deux, le mental de chips, en tout cas, la peur des autres, tu vois. La peur de pas vouloir me confronter aux autres. Le truc de me dire, merde, c'est un sport co, mais quand je vais en détection, ça devient un sport indiv. C'est moi face à tout le monde, alors qu'en fait, on est dans la même équipe. Mais même avec mes coéquipiers, je me bats. Et j'ai pas réussi, tu vois. Et donc, attends, toi, du coup, t'es de quelle génération, toi? Du coup, t'es team Kobe Bryant à fond, c'est cette époque-là, non? Moi, je suis né en 93. Moi, j'ai eu les belles années Kobe et je suis tombé amoureux de LeBron. Moi, j'ai commencé à regarder la NBA en 2003. C'est l'année où LeBron James est drafté. Ok. Là, il est dans ses dernières années. D'ailleurs, c'est ouf. Là, on en parle. Mais il y a une semaine, il y a eu la draft. Il y a son fils qui a été drafté dans la même team que lui. Genre, Ouais, c'est incroyable. Mais attends, mais ça, en plus, moi, je connais pas trop les règles. C'est une coïncidence ou c'est un peu fait exprès? C'est bien fait exprès par le manager de LeBron James, Rich Paul, ils ont bien marketé ça, tu vois. Enfin, le mec, ça fait longtemps qu'il en parle. Il était free agent à LeBron, il a refusé là une saison à presque 52 millions de dollars pour pouvoir tester le marché, pour si jamais son fils était drafté ailleurs, qu'il puisse bouger. Donc je pense qu'il leur a mis une pression de ouf en utilisant bien les règles justement des contrats. Et bref, moi c'est ouf. C'est un sport, je pourrais en parler pendant 20 ans. Je pense que les gens qui nous regardent s'en foutent, mais moi je peux parler des heures de basket, je t'avoue. Et puis, et ceux qui regarderont cette vidéo peut-être dans 1 an ou 2 ans, on est comme ça aussi sur une année exceptionnelle où après Wemby l'année dernière, cette année, bah pareil, les encore deux premiers draftés sont des Français. Et je crois que même le 5 ou 6e est français aussi. Ouais. Il y a trois joueurs dans le top 10, dont 1 et 2. Enfin, c'est n'importe quoi. Ouais. Donc c'est ouf, très très grosse génération. Donc autant dire, les prochains JO, normalement, ça devrait faire mal les JO dans 4 ans. Ça va être sympa, ouais, de ouf. Alright, donc du coup, bah écoute, après cette petite intro d'une autre intro basket, on va revenir un petit peu à l'entrepreneuriat. Toi, comment tu tombes dedans? Je suppose qu'il y a une petite phase études, peut-être même une petite phase salariat, enfin ou pas. Du coup, comment tu tombes dans tout ça et comment tu deviens un peu le monsieur sales de LinkedIn, quoi? C'est un long parcours. Moi, l'entrepreneuriat, on va dire que j'ai toujours eu un pied dedans sans l'avoir, parce que moi, du côté de mon père, mes parents, ils sont divorcés depuis que j'ai 2 ans. Mon père, mon grand-père sont tous les deux des entrepreneurs dans le bâtiment, donc c'est pas très sexy, tu vois. Genre, tu utilises plutôt tes mains que ton cerveau, même si c'est 2 gars quand même assez brillants, parce qu'ils ont beaucoup réussi. Donc j'ai eu la possibilité de me dire en fait c'est possible d'être entrepreneur quand t'as quelqu'un dans ta famille de très proche, du coup tu te donnes le droit de l'être, alors que ma mère a été salariée toute sa vie, 20 ans de carrière, tu vois, donc les opposés drastiques. Donc j'ai déjà eu un peu, on va dire, ce truc-là de me dire je peux entreprendre, et j'ai toujours eu un peu cet esprit-là de contradiction. Moi j'ai toujours eu des problèmes avec la subordination, tu vois, donc même pendant les stages c'était compliqué. Donc moi en fait dès que j'ai fini mes études à 22 ans, enfin j'ai pas fait de master, j'ai monté ma boîte direct. J'ai dit allez vous faire enculer, je veux pas de master, fait chier, j'en ai marre de donner des thunes aux écoles pour pas grand chose. La seule chose que j'ai compris c'est que si je me sors pas les doigts du cul, personne ne le fera à ma place. Donc bon merci, mais 24 000 € suffisent pour comprendre ça.
Donc j'ai arrêté. Je suis parti monter une boîte en Suisse avec un pote de promo. J'avais envie de me confronter à la réalité du marché. Alors c'était pas un truc très sexy, pas un truc dont j'étais passionné, mais on a monté un car wash itinérant et écologique parce qu'il y avait une opportunité de marché, parce que c'était pas très compliqué non plus à lancer, et qu'on s'est dit allez vas-y let's go. Donc ma première expérience, j'ai jamais été salarié, j'ai tout de suite été entrepreneur. J'ai eu un petit taf avant qui m'a un petit peu d'ailleurs lancé, mine de rien, je reviens dessus rapido, mais moi quand j'avais 19 ans, je suis parti faire des études en Suisse à HEC pour avoir un nom sur un CV. J'ai arrêté au bout d'un semestre et par contre j'ai rebondi dans une école de vente mais qui est la plus monstrueuse sur cette terre, à l'âge en tout cas de 19 piges. C'est vendre des associations dans la rue. Moi, j'arrêtais des gens devant des gares, devant des supermarchés, n'importe où dans la rue en Suisse, et je leur pitchais une asso, et ils sortaient leur carte de crédit, ils se mettaient un contrat à 20 balles par mois. Donc ça a été ultra formateur. Ça a fait que quand j'ai repris des études et quand j'ai monté ma boîte, j'avais déjà ce mental un peu de chien, tu vois, j'en ai rien à foutre, je voulais me battre, tu vois, genre, et je savais que je pouvais être bon, et je savais que je pouvais convaincre n'importe qui, même un big boss de chez Mercedes. Quand on a signé des contrats avec mon pote, c'était Mercedes, Volkswagen, des Golf, des hôtels, des Tesla et compagnie. Et j'avais pas peur, du coup. Cette expérience-là m'a appris à pas avoir peur, d'aller vers les gens, de se confronter au regard des autres, d'en avoir rien à foutre d'ailleurs de ce qu'ils pensent, et de savoir ce que tu vaux. Donc ça a été mes premières grosses expériences. Ah pardon, excuse-moi, il y a eu un blanc, on a eu un petit décalage. Mais en fait, c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est ça que souvent, en fait, les gens qui savent pas vendre, c'est pas que c'est des mauvais vendeurs, en fait, c'est juste qu'ils ont la trouille. Et moi, ça que je me rappelle la première fois que je me suis mis à vendre, tu vois, à l'époque où on créait avec mon associé School Touch en 2010, on vendait du textile personnalisé pour les étudiants. Donc en plus, moi j'avais genre 21 ans, les mecs en face de moi, ils en avaient 20, donc tu vois, ils avaient le même âge que moi, mais tout de même, tu vois, j'étais encore, tu vois, très scolaire, j'avais écrit mon petit discours, s'il me dit ça, je lui réponds ça. Donc, limite, tu vois, je lisais, alors qu'en vrai, ça va, mec, c'est un mec, j'aurais pu lui pitcher ça avec une bière, ça aurait été beaucoup plus simple, mais tu vois, c'est cette épreuve de la performance du téléphone et de parler à quelqu'un qui de base n'avait pas prévu de te parler. C'est vrai que c'est un exercice qui est pas anodin pour beaucoup de gens, quoi. Et en fait, je parle de ça parce que je crois que du coup, c'est un peu sur ce biais, ce problème un peu psychologique que toi après t'en as fait un vrai métier en fait par la suite, peut-être bien plus tard. Ouais, c'est venu un peu plus tard. En gros, il y a plein de choses de ce que tu dis qui sont hyper intéressantes. Moi, j'ai relevé trois grosses problématiques aujourd'hui sur le marché des sales, pour en avoir pitché, maintenant coaché plus de 1800 là en l'espace de 2 ans dans tous les secteurs possibles, inimaginables. Il y a la peur de déranger. Ça, c'est quand on fait beaucoup de prospection. Ceux qui prospectent pas ont moins cette peur-là, parce que déjà, tu as un meeting de calé. Mais c'est la peur du rejet, la peur du non. Et moi, ce que je retrouve le plus souvent chez tout le monde aujourd'hui, alors je mets de côté les entrepreneurs, bien évidemment, même si certains, c'est un peu le cas, c'est le manque d'intention, le troisième point, tu vois. Les gens, ils viennent en sales, ils savent même pas pourquoi ils sont là. Ils viennent souvent pour des intentions qui sont uniquement financières. Je viens parce que j'ai un gros salaire, je viens parce que j'ai plein d'avantages. Mais le salaire fait pas tout. Alors on n'est pas des bénévoles, je dis toujours, hein, la thune c'est important. Mais si c'est ton critère numéro 1, en fait, à la moindre embûche et au moindre problème sur ta route, ça va te faire chier et tu vas baisser les bras. Donc moi, je me rends compte beaucoup de ça aujourd'hui. Et pour reprendre aussi ta question, en fait, une fois que j'ai fait ça, une fois que j'ai monté ma boîte et qu'après je me suis séparé de mon associé, je suis rentré en France, j'ai eu la chance de vivre coup sur coup des expériences assez fortes dans 2 grosses boîtes, des toutes petites startups qui sont devenues des grosses boîtes. La première, c'est WeHelp, donc dans le médico-social. On est passé de 10 à 150, où j'ai appris aux côtés de mecs d'anciens du BCG, donc très processés, hyper smart, mais vraiment, en plus d'être bienveillants. Et où j'ai été le premier sales de la boîte recruté, puis après je suis passé head of sales et en moins de 3 ans, donc on a eu une croissance démesurée. Aujourd'hui, ils sont genre 100, il y a au moins 100 agences, je pense, en France, alors quand je suis arrivé, on en avait qu'une. Et puis après, il y a eu Sunday, où on en avait parlé un petit peu au début, donc l'autre fois là, où pareil, Je suis arrivé premier sales grand compte, on était 30 en tout dans la boîte, et on est passé à 450. Donc coup sur coup, j'ai connu des grosses boîtes, des boîtes en tout cas qui sont devenues très grosses rapidement, qui ont vécu l'hypercroissance, et donc j'ai formé à chaque fois en interne. Donc c'est là où j'ai commencé à toucher au coaching, à la formation, et à force d'être visible sur LinkedIn, parce que j'avais un podcast aussi donc sur l'échec qui a débouché maintenant sur le bouquin. En fait, on est venu me chercher parce que je parlais sales et que j'avais maintenant la légitimité Sunday, puisque Sunday avait tous les projecteurs braqués sur la boîte à ce moment-là. Donc, les gens me sont dit, ah putain, mais le mec, il est grand compte chez Sunday. En fait, il doit pas être si con. Merci. Du coup, on m'a invité sur des podcasts. C'est l'effet de Halo, ça, c'est ça, non? Ouais, de ouf. T'as une boîte qui devient énorme, donc en fait par ricochet, tous ceux qui sont dedans, tu te dis que c'est des frappes. Bon, pour le coup, c'était vrai. Le recrutement chez Sunday était assez impressionnant. Je l'ai dit dans beaucoup de podcasts. J'ai rarement vu des gens aussi brillants, à la fois humainement, mais en termes de compétences, concentrés dans une seule boîte, vraiment.
Donc bref, j'apprends beaucoup, puis bah Fred, je vois que le coaching, enfin le call, pardon, la prospection, c'est un truc où les gens sont nuls, vraiment, les gens n'aiment pas, les gens ont peur, et moi c'est un truc qui me fait triper parce que bah, j'ai formé tous les gens là-dessus, j'animais des forces de vente comme ça chez Sunday, et puis je me rendais compte que le call, en fait, les gens ils savent pas faire, donc bah, je suis allé sur cette verticale-là, et puis c'est comme ça que tout a commencé en termes de coaching, quoi. Ok, donc en fait là, tu te rends compte chez Sunday que plus que vendre, en fait, ce qui te plaît le plus, bah, c'est d'apprendre aux autres à vendre, donc de former, de faire preuve de pédagogie, de faire preuve de tout ça. À quel moment tu décides peut-être de dire bon bah je quitte Sunday, parce que je pense que tu devais avoir quand même un package pas dégueulasse, pour te lancer à ton compte, comment ça se passe? En fait, ça se passe à un moment donné où, en parallèle de Sunday, donc je me mets d'accord avec mon head off en disant tiens, j'ai des demandes, laisse-moi 2 demi-journées par mois. De toute façon, on avait vacances illimitées, on s'organisait comme on voulait. Et moi, j'étais à 130% d'objectif tous les quarters. Donc, si tu veux, j'étais meilleur sales de la boîte. On n'allait pas me faire chier si je prenais 2 demi-journées par mois pour faire des trucs qui me faisaient kiffer. Et donc, on s'est entendu là-dessus en disant bien sûr que je priorisais toujours Sunday versus ça. Mais moi, j'avais du lead entrant via LinkedIn. Donc, merde. Et donc, bah, ça a commencé en faisant quelques boîtes, en ayant des retours de ouf. À chaque fois que je postais sur LinkedIn que j'étais allé coacher, j'avais des leads qui rentraient. Donc en fait, j'étais abreuvé de leads tout le temps et pendant 3 mois, j'ai fait que tester mon offre, aller faire monter. Et à un moment donné, j'ai fait putain, mais en fait, moi, c'est ça que je kiffe, c'est aller dans les boîtes, c'est les retours que j'ai des gens, c'est unanime à chaque fois, ils kiffent, ils apprennent trop, moi aussi. Ok, bon, en fait, je pense que c'est le moment de quitter Sunday, tu vois. Et en fait, il y a eu une conjoncture pile, on va dire, les planètes se sont alignées nickel à ce moment-là. C'est que Sunday, bah, il y a eu le crack un peu comme tout le monde dans la tech. C'était avril 2022, où là, tout le monde a fermé les robinets et nous, ça a été compliqué. Et il y a eu beaucoup de layoffs chez Sunday. Et moi qui croyais dur comme fer en cette boîte qui me serait jetée par la fenêtre à ce moment-là parce que bah, j'y croyais de ouf, le fait qu'il y ait eu un layoff alors que tous les jours on te dit que t'es la boîte du futur, t'es une licorne et que tout va bien, quand tu vois qu'on coupe 100 personnes, tu dis ok en fait frère, je vais aller faire ce qui est en train de me chauffer beaucoup plus, à savoir du coaching parce que j'ai l'impression qu'on me prend un peu pour un con, donc je suis parti. Même si la boîte, j'ai encore des actions, j'aime tous les gens dedans et j'y crois dur comme fer encore, c'est juste qu'à ce moment-là, si tu veux, genre ça a piqué chez moi en mode bon en fait je crois que c'est le timing, faut y aller. Si là maintenant je commence à douter du produit où je suis, ça sert à rien en tant que ça, il faut que j'aille faire autre chose. Et alors c'est marrant parce que du coup toi dans ta propre activité, toi qui prônes le call, le cold mail aussi ou pas? Ou non, toi c'est vraiment le call, c'est vraiment le call. Toi t'as vraiment ta spécialité et t'as un peu ton petit monopole personnel que t'as là-dessus. Mais pourtant toi tous tes clients ils viennent par l'inbound. Ouais, maintenant, ouais, c'est ça qui est drôle du coup. Donc, ouais, de ouf, parce que bah en fait, à un moment donné, tu switches en tant que solopreneur, le business il est totalement différent. En tout cas, parce que maintenant aussi, je commence à avoir quand même une grosse notoriété sur le marché de sales en France. Donc, ce qui me fait marrer, en revanche, c'est de toujours aller en faire moi avec mes clients. Donc, je garde toujours un pied sur le marché et dans la côté pratique, même si j'en fais plus pour moi-même. J'en fais avec mes clients quand je suis en coaching et je mouille le maillot avec eux. Et je prends des rendez-vous avec eux à chaque fois, donc je leur prouve que même si j'en fais pas pour moi, je suis capable d'en prendre pour eux, quoi. Donc là, attends, ouais, même c'est si drôle. tu vas pas nous faire évidemment un coaching de 1 heure pendant le podcast, si tu devais la prendre 5 minutes et je sais pas un peu donner le b.a.-ba, on va dire le b.a.-ba à savoir pour être bon en cold call, parce que ça que c'est un channel d'acquisition qui redevient à la mode, qui d'un coup, pendant un moment donné, était devenu mais vraiment unsexy au possible. Tout le monde ne jurait que par le growth, que par les outils, que par le séquençage et que par l'insynchrone en gros. Et là, le cold call depuis, bah franchement, 1 an ou 2, fait un revival de ouf. Donc toi, c'est vrai que il y a un côté momentum, etc. Et donc du coup, tu as eu un bon time to market, on va dire, de te mettre à fond dedans. C'est quoi un peu je sais pas, je vais pas dire les 3 bons conseils ou quoi, mais c'est quoi un peu le b.a.-ba que tu donnerais comme conseil si je te disais vas-y t'as que 5 minutes pour me former, tu me dirais quoi? Bah déjà c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que c'est redevenu un petit peu à la mode et en fait ça pouvait se comprendre qu'on avait envie de s'épuiser parce que à l'époque en fait tu tapais que des fixes, en fait t'appelais que sur des lignes fixes, t'appelais que des standards, t'appelais que des secrétaires, et maintenant depuis allez on va dire je sais pas 6-7 ans, depuis que t'as commencé à avoir eu des Lusha au tout début qui ont été un peu les premiers, puis d'autres qui ont suivi, des Cognizant, Casper, Full & Rich aujourd'hui, bah en fait c'est beaucoup plus facile de faire du call parce qu'on a des lignes directes, on a des mobiles sur les gens qu'on veut appeler. Donc la première des choses que je dirais, c'est déjà connais bien ton ICP, ton buyer persona,
identifie bien la cible que tu veux taper et derrière va l'enrichir, mets un petit peu d'oseille sur aller te créer ta propre base de données avec des lignes directes. Ça, c'est la première des choses. Si je te demande de faire du standard toute ta vie, ça va te casser les couilles au bout de 3 semaines et c'est normal. Donc la première des choses, c'est identifie bien qui tu veux appeler et des listes enrichies avec des 0,6. Deuxièmement, c'est mets-toi des plages de manière régulière dans ta semaine et c'est pas quand t'as envie et c'est pas 5 minutes, c'est des plages d'à peu près, on va dire 3 quarts d'heure, 1 heure, mais c'est au moins 2 à 3 fois par semaine et sur des plages d'horaires différents. Ça, c'est le deuxième point. Et troisième point, c'est créer un pitch. Moi, j'adore le framework AIDA. Je vais pas dire que je l'ai rebrandé au call, mais presque, parce que je le prône en permanence, avec un pitch qui est très court, en moins de 30 secondes, où on n'en a rien à branler de ta vie et de qui t'es et de ce que tu fais. Je veux que tu me pitches en bénéfice et que je veux que tu me parles de ce que j'apporte factuellement à la personne en face. J'en ai rien à foutre de toi et que t'es une solution spécialisée en marketing, automation. Je m'en branle. Je veux savoir ce que toi tu m'apportes et ce que tu changes drastiquement dans ma vie de demain. Et je veux que tu sois concret, je veux que tu sois pragmatique. Le mot d'ordre pour moi quand je pitch, c'est du pragmatisme. C'est donne-moi des chiffres, donne-moi de la preuve sociale. Parle pour de vrai en fait. Je veux pas que tu sentes que je veux pas sentir que t'es en train de lire un pitch. Je veux que tu me parles normalement en fait. Je veux que tu me parles simplement. Pour moi aujourd'hui, j'estime qu'on doit être quand on fait de la vente un expert sympa. C'est à des gens comme ça qu'on a envie de donner du temps, des gens qui maîtrisent vraiment leur sujet et qui sont en plus de ça enthousiastes et sympathiques à l'oreille. Et pour être un expert, moi je dis toujours, pour moi la définition d'un expert, c'est quelqu'un qui est capable de vulgariser des concepts, de parler simplement. Je suis capable d'expliquer ce que je fais aussi bien à un petit stagiaire qui sort d'école qu'à un big boss du CAC 40. Et ça doit pas pouvoir changer. Et c'est la force d'un sales, c'est l'adaptation. Mais donc c'est aussi la simplicité d'exécution. Eh ben écoute, merci pour cette masterclass. T'as remarqué, j'ai pris des notes. Écoute, j'en ferai un petit framework aussi. Résumé, made in Enzo Colucci. Et ça, du coup, toi, aujourd'hui, en fait, comment ça se présente? C'est quoi un peu les produits que tu vends? Donc, j'ai compris qu'il y avait, que c'était des coachings. Tu fais beaucoup de coaching peut-être collectif, directement avec des équipes sales. Ouais. Je dis ça, mais c'est peut-être pas que ça. C'est quoi aujourd'hui alors, je vais reformuler. T'as commencé par quoi et aujourd'hui, c'est quoi toute ta palette de produits? Ouais, c'est une très bonne question. Alors, moi, j'ai commencé par le coaching de groupe parce que c'est comme ça qu'on est venu me chercher et donc c'est comme ça qu'en fait les choses sont venues. Moi, j'ai pas cherché à être coach, c'est un peu venu à moi, comme je te disais tout à l'heure, de par LinkedIn et les interventions que j'ai eues dans des podcasts. Donc, je suis resté sur un format groupe, ça a beaucoup évolué. Avant, je faisais des groupes de 10, maintenant je fais des groupes de 6. Avant, je faisais une journée entière, maintenant je découpe en 2 temps pour que ce soit digeste. Donc l'offre elle a un peu bougé, mais donc pour revenir à ça, c'est uniquement du coaching d'équipe que je fais. J'ai testé aussi du coaching one-to-one, mais en termes d'organisation, ça casse un petit peu trop ma semaine, donc j'en suis revenu. Je fais plus de coaching one-to-one ou vraiment à la marge, on va dire pour des potes de potes ou alors des projets genre trop stylés, mais j'en fais plus. Et en fait aujourd'hui, c'est à peu près la seule chose que je vends. J'ai pas encore de formation en ligne, c'est un truc sur lequel je réfléchis énormément depuis peut-être 1 an. Parce que je trouve que ça a été pollué par tout l'infoprenariat aujourd'hui et que maintenant, alors après, quand tu viens avec une légitimité, et je pense en avoir une sur le secteur de la vente en France, c'est sans doute plus facile, mais tout le monde s'improvise infopreneur avec des formations de merde vendues pas cher avec des petits produits. Moi, j'ai beaucoup de mal avec ça, donc si j'en fais une, elle sera à mon image, elle sera ludique, elle sera cool, tu vois, genre elle cassera un peu les codes de ce qu'on voit aujourd'hui. Ce sera pas un pauvre vieux PDF de merde fait par ChatGPT avec 3 couleurs changées avec ma brand. Donc ça j'y pense, mais c'est pas encore fait. La création de communauté, c'est un truc que j'ai envie aussi d'exploiter peut-être demain. Et après, sinon, mes rentrées d'argent, c'est principalement du coaching en équipe. Et aujourd'hui, maintenant, alors de l'influence, même si j'aime pas non plus ce terme. Moi j'appelle ça du coup ambassadeur, mais oui c'est des boîtes avec qui je m'associe en termes d'image et avec qui je crée du contenu et donc qui me rémunèrent mensuellement plus en apport d'affaires, mais c'est moi qui choisis ces boîtes exclusivement. C'est très très rare que j'accepte de la sponsor, ça arrive encore une fois à la marge aussi, mais donc c'est mes principales rentrées d'argent aujourd'hui, de l'influence et du coaching de groupe. Et quand tu dis tu fais de l'influence, c'est plutôt de l'affiliation ou non, tu fais aussi de l'influ En fait, il y a de l'affiliation dans le sens où, mais il n'y a pas de l'affiliation au sens propre on l'entend, c'est-à-dire que moi j'ai rarement de liens que j'envoie. Ça arrive pour quelques produits parce que pour des petites équipes ou des indépendants, en fait, j'ai demandé à avoir un lien d'affli parce que pour rentrer dans le process et l'onboarding, c'est plus rapide. En revanche, je fais principalement que des mises en relation. Tu vois, moi, je suis en discussion tout le temps avec des head of sales, des VP sales, des CEO. J'identifie quelles sont les problématiques en interne et après je redispatche
redispatch aux boîtes avec qui je bosse. Donc c'est aussi comme ça que je construis en fait mon influence entre guillemets. Pour ça je parle d'ambassadeur, c'est que moi j'ai identifié chez mes clients quelles étaient les problématiques majeures. J'ai été chercher un acteur qui me semble être pour moi la référence sur sa verticale. Donc sur les 3-4 verticales que j'ai le plus identifiées. Donc à chaque fois qu'un de mes clients a un problème, je le mets en lien avec mon partenaire. Et donc finalement en fait je touche une com d'apport d'affaires dessus, parce que moi c'est ce que j'appelle du win-win-win, c'est que mon client il trouve une réponse à sa problématique, moi j'apporte un nouveau client à mon partenaire et moi je touche une com dessus. Donc en fait tout le monde est content à l'arrivée, tu vois. C'est sain je trouve comme business. Et du coup, tu bosses avec qui? Alors moi j'ai pour l'instant... C'est pas secret puisqu'on les voit, hein. Non, tu les vois sur mon profil LinkedIn. J'ai Full & Rich aujourd'hui, qui est donc un outil d'enrichissement de data dont on parlait, puis toi que j'ai vu dans ta newsletter aussi, qui est Je connais très bien Benjamin. Benjamin. Je même regarde là, juste à côté de moi, il y a une fenêtre ouverte. Parce que, du coup, je dois prendre un rendez-vous avec lui là. Parce que Benjamin, du coup, j'avais investi aussi dans sa première boîte et également dans Full & Rich. Ouais. Et j'y crois à mort dans son truc. De ouf. Full & Rich, franchement, c'est de la frappe. J'étais encore avec Ben il y a 2 jours au téléphone, parce qu'on va faire des nouveaux trucs aussi. Justement, on se parlait de tous les contenus qu'on allait faire ensemble à la rentrée. Donc il y a Full & Rich, il y a Starleads, mais à voir si on reconduit, mais j'aime beaucoup aussi parce que ça répondait à des problématiques de clients, moi qui appelaient beaucoup sur des fixes. Ça sert à quoi Starleads? Starleads, c'est un petit bot qui du coup lui va en fait rappeler tous tes leads, on va dire ta base de données froide, qui va venir la requalifier, ou alors tu as une base pour l'outbound et tu as besoin, je te dis une bêtise, d'aller chercher le logiciel de caisse du restaurateur. C'est une donnée que tu peux pas avoir sur internet en scrapant tout ce que tu veux, il faut que tu te confrontes. Donc en fait eux ils ont un bot avec une voix, t'as l'impression que c'est un putain d'humain, c'est de la folie, qui va appeler le resto et qui va poser une question en disant vous avez quoi comme logiciel de caisse, donc il va venir requalifier ta base. Et ils ont sorti une nouvelle feature, ce qui permet du coup de la gestion des leads entrants, pareil en requalifiant les leads entrants. On sait qu'aujourd'hui la difficulté c'est la réactivité sur du lead entrant quand t'as beaucoup de volume en tout cas. Donc eux du coup ils rappellent instantanément le lead entrant, ils requalifient par-dessus et une fois que c'est requalifié ils redispatchent du coup au bon sales. Donc c'est assez cool. Ouais, on aime bien. Il y a Starleads, ça s'appelle? Ouais, Starleads. Tu peux appeler Anthony. Anthony de ma part il est top. Ils sont encore une petite équipe, c'est une petite boîte tu vois française à Bordeaux. Moi j'aime bien aussi, tu vois, je bosse pas avec beaucoup de gros mastodontes, j'aime bien les outsiders sur le secteur avec qui j'ai une proximité avec les CEO. Ils sont à Bordeaux, mais si, ils sont à Bordeaux. Donc Starlead c'est de la frappe, Full & Rich aussi. J'ai Cockpit aussi avec qui je bosse, qui est du coup un super outil de recording, analyse, en gros un peu de coaching aussi, tu vois, genre on va dire une sorte un peu de mojo-like eurotestostéroné. Ouais. Et une autre partie aussi de leurs produits que moi j'adore, c'est pourquoi je bossais avec eux à la base, c'est de l'enablement pour les sales ou toute autre équipe. C'est je te pousse des questions toutes les semaines en fonction du sales playbook et je vais pouvoir identifier dans l'équipe qui est en galère ou pas, qui a répondu bon ou pas à certaines questions, ce qui fait que toi en tant que manager tu poses les bonnes questions, en tout cas tu te focuses sur les sujets et qu'on sait que d'une personne à une autre ça peut être d'autres problèmes. Donc je trouve ça top. Et le dernier, c'est Human Linker. Je suis en contact aussi, et pareil que c'est de la balle de ouf, hein, ce nouvel outil. C'est de la frappe. Human Linker, je pense qu'en 2024, là, ça va être encore en train de monter. En 2025, les boîtes qui n'auront pas Human Linker n'auront rien compris. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. En termes de prospe, tu vois, genre l'IA qui sont intégrés dedans, la fluidité de l'outil, le côté genre profil 10 qui est vraiment bien utilisé du coup dedans, la substitution à tous les gros outils d'emailing qui coûtent une couille, les Outreach, les Salesloft, les compagnies, où du coup maintenant tu peux tout envoyer depuis cette plateforme-là. Enfin, Human Linker, c'est de la frappe. Hein. Vraiment, ça va péter, je pense, dans pas long. C'est quoi? C'est un outil d'emailing, hein, c'est ça? En fait, à la base, tu peux faire de l'emailing, en fait, il y a plein d'aspects. Tu peux faire de l'emailing, tu peux envoyer du coup des séquences sur LinkedIn. Ça te fait du coup des lookalikes, donc à chaque prospect que tu peux avoir potentiel, il va t'en proposer des nouveaux qui sont dans la même cible, qui correspondent aux mêmes critères. Ça va te rédiger automatiquement les séquences. Et donc, en fait, au lieu de te dire, tiens, aujourd'hui, je vais faire une séquence de 50 DRH dans tel truc, on va créer une autre séquence de 50 DAF dans tel truc. En fait, chaque personne que tu prends va avoir sa propre séquence automatisée et hyper personnalisée. Donc en fait, tu te fais même plus chier à créer des séquences tout seul, ça te fait toute la séquence tout seul. Et et donc chacun a sa propre séquence. Enfin bref, c'est assez puissant. C'est assez puissant leur truc. Et qu'est-ce que j'ai d'autre et là, je suis en train de voir. T'es bien en bail avec un CRM, non? Enfin, ou avec un HubSpot, un Pipedrive ou autre, non? Bah en fait, un peu embêtant parce que moi je coach Salesforce. Ça fait maintenant 1 an et demi que je les coach. On n'a pas encore de deal sur toute cette partie-là. J'ai Pipedrive qui me fait pas mal de l'œil et qui est très cool. Moi, j'aime beaucoup. C'est un des premiers CRM que j'utilisais. Ça peut répondre à une partie de
de ma communauté, on va dire. Donc Pipedrive, je les aime bien. HubSpot, c'est compliqué vu que je bosse avec Salesforce. Et puis pour être très franc, parce qu'en plus Pipedrive, moi je suis en train de faire des OP avec eux. Ils sont trop cool. On serait trop chaud de t'avoir. Hein. Ouais, bah, je me doute. Pipedrive, en vrai, franchement, j'aime bien. HubSpot, j'aime pas trop. Après, mais ça, je le dis toujours, c'est purement subjectif. C'est que j'aime pas leur ergonomie du tout à HubSpot. Mais il y en a qui me diront qu'ils adorent, et tant mieux. Il y a de tout, encore une fois. Moi, j'aime pas, mais ça me concerne. En tout cas, c'est un bel outil aussi. Donc, bref, c'est les 3 gros mastodons du secteur. Donc, j'ai pas encore d'outil CRM. Et par contre, je regarde sur un outil de VoIP. Mais il y en a un que j'aime beaucoup. On est en train d'un peu de terminer. C'est OnOff. Parce que, pareil, ils vont peut-être pas aimer les autres, mais je trouve que Ringover et Aircall, c'est de la merde. Que, en fait, l'outil de base, il est fait pour retéléphoner. Et en fait, la fonction première, elle fonctionne pas. Moi, toutes les équipes que je coach, et je les ai eu aussi dans mes différentes boîtes, il y a toujours des problèmes de réseau. Donc, tu as un outil d'appel qui appelle pas. Donc, si tu veux, tu peux me mettre tous les meilleurs dashboards de la Terre et me dire que ton outil, il est patate et qu'il est intégré avec tout. Je veux appeler et il peut pas appeler. Donc, sauf si je suis câblé en Ethernet. Super, mec. Allez, casse-toi. Donc bon. Jean-Michel Moyen-Âge. Ouais, je te jure. Donc non, voilà un peu les outils. Comme je te dis, tu vois, j'essaie d'avoir toutes les briques. Le téléphone, donc avec on-off, l'enrichissement avec full and rich, Starleads pour ceux qui appellent exclusivement des lignes fixes. Ça prend la brique du coup call. Je vais avoir du coup Human Linker dans un outil de prospection un peu plus global et qui va substituer aussi à des outils d'emailing. Et j'ai Cockpit qui pour le coup lui aide vraiment les managers et qui moi quand je viens aussi en coaching m'aide à retravailler avec eux, faire de la réécoute, de la réanalyse de rendez-vous, d'appels, etc. Donc, donc c'est écoute, cool. C'est une très belle stack que tu as là. Mon autre question, c'était du coup maintenant, on va parler un peu aussi création de contenu parce que c'est ça encore une fois, on parle beaucoup d'outbound qui est ta spécialité, et donc spécialement sur la partie call. Mais toi, dans ta stratégie, si t'es dans le podcast, c'est parce que t'es hyper identifié sur les internets comme étant justement le monsieur call. C'est ça, hein, franchement, moi, demain, si j'avais une équipe de sales et je me dis, putain, moi, j'y connais rien, il faut que je les forme au call, je saurais pas à qui appeler, mais tout de suite, je me dirais, tiens, allez, hop, Enzo Culci, je lui fais un petit message. Alors, encore plus maintenant, parce que grâce au podcast, on se connaît, hein. Pareil, là, du coup, petite parenthèse, faites des podcasts, c'est le meilleur moyen de créer des relations avec des gens qui sont plus experts que vous sur tel ou tel autre segment. Donc ça, parenthèse refermée. Donc du coup, toi, t'as été hyper vite identifié là-dessus, hein. Franchement, je t'ai vu sortir. Alors tu vas me dire, là tu vas me dire, me fais pas chier, ça fait 4 ans que je fais ça. Et moi, en vrai, je te connais peut-être depuis le début de l'année, tu vois. D'un coup, j'ai vu c'est qui ce mec avec ce bandeau. Donc tu vois, pareil là. Aussi une autre chose qu'on peut dire aux gens, c'est voilà, ayez une chose qui vous est propre. Ça peut être un emoji, ça peut être une couleur, ça peut être autre chose. Bah toi, c'est ce bandeau. Bon, en plus, il s'avère que toi, ton nom, il est plutôt cool. Enzo Colucci, ça s'oublie pas. Donc toute cette brand a fait que du coup ça a bien fonctionné pour toi là-dessus. Donc il y a eu évidemment LinkedIn, et ça tu vas nous en parler, mais est-ce qu'il y a aussi d'autres channels? Là, je suis en train de développer beaucoup avec l'agence personnelle, les autres réseaux, notamment Insta. Ça commence à bien prendre, hein, tu vois, là, depuis avril, je crois, j'ai dû prendre 6000 abonnés, ce qui est quand même pas dégueulasse, hein, sur du Insta. Donc je teste aussi d'autres formats, sachant que moi l'acquisition elle se fait à 99% sur LinkedIn, donc je priorise sur tout ça. Il y a que moi qui gère LinkedIn. En revanche, maintenant depuis fin d'année, j'ai pris du coup des community managers et maintenant depuis peu l'agence personnelle pour tout ce qui est YouTube, Insta, TikTok, Facebook, tous ceux où j'ai pas du tout le temps de gérer ni l'envie, mais où je pense que c'est intéressant d'y être pour la notoriété. Après. Donc ça c'est pour ta question sur les différents canaux, mais c'est principalement du LinkedIn. Je pense que tu l'as bien analysé, mais en fait moi ce qui fait la diff, je pense aussi c'est la façon que j'ai de parler. Honnêtement, je sais que j'ai une singularité dans la façon où j'aborde les choses, le côté très cash, tranchant, parfois un peu vulgaire, mais vulgaire choisi, qui fait que les gens se marrent. Tu vois, j'ai toujours des petites expressions comme il faut se bouger le fiac, je suis chaud comme des culs de marmite. Tu vois, des trucs un peu cons, mais que personne ose faire sur LinkedIn parce que les gens ils sont trop conventionnels et on s'emmerde. Et moi j'ai pas peur de dire les choses telles qu'elles sont, donc je pense que ça, pour en plus une cible comme la mienne qui est le sales, ça marche bien, ça les gens se rappellent de moi. Le bandana qui est venu avec les années aussi parce que je voulais une marque, je voulais un truc un peu différenciant. Beaucoup de gens ont une casquette, toi t'en as une aujourd'hui, d'autres aussi, donc je me suis dit tiens, qu'est-ce qu'il y a d'original? Je suis un grand fan de Tortue Ninja, je me suis dit pourquoi pas mettre un bandeau, allez c'est parti. Tu sais que j'ai appelé ma boîte d'influence, je l'ai appelé Kowabunga, donc on est mec. Fan de Tortue Ninja, j'en ai une tatouée, je dirais pas où, mais en tout cas
En tout cas, voilà, je pense que ce qui fait la différence, c'est le côté où j'arrive à allier, je pense, parce que c'est les retours qu'on me fait, donc maintenant je le dis et j'essaie d'être très humble en le disant, mais c'est le pragmatisme et l'humour. J'essaie d'être quelqu'un de drôle, de pas me prendre au sérieux. Je dis toujours, d'ailleurs, on peut être sérieux sans se prendre au sérieux. C'est une phrase que je prône énormément aujourd'hui. Sans oublier en revanche la valeur et le fait, tu vois, de prôner des bonnes choses, des bonnes valeurs, d'être très pragmatique, encore une fois, je veux que ce soit actionnable, tu vois. Je veux pas juste reprendre des trucs, des contenus, me les approprier et enfoncer des portes ouvertes. Je dirais pas non, mais comme la plupart des gens aujourd'hui le font sur LinkedIn, on enfonce des portes ouvertes tous les jours. Moi, j'essaie d'être le plus vrai possible et authentique, et je pense que ça se ressent. Et donc voilà. Après, ce qui a fait la diff, là où tu m'as vu, je pense, c'est la vidéo. Ça fait depuis maintenant 9 mois que je me suis mis à faire de la vidéo toutes les semaines. Donc pareil, tu vois, ça c'est un truc où moi j'y crois énormément. LinkedIn, c'est pas encore beaucoup la vidéo, sauf depuis peu. Maintenant on a un feed LinkedIn, mais moi ça j'y croyais depuis le départ. C'est que je trouve que c'est la façon de se différencier. T'as dit une très belle chose sur le podcast pour rencontrer des gens. Moi je trouve qu'aujourd'hui, si vous voulez vous différencier sur les réseaux, il y a que la vidéo, parce qu'aujourd'hui faire des posts photo texte ou que du texte, on sait pas si c'est toi, si c'est ChatGPT, on sait pas si tu l'as pas pompé ailleurs. La différence réellement, elle se fait par la vidéo, parce que là je vois du coup la posture, je vois le charisme de la personne, je vois le phrasé, je vois la prononciation, je me dis est-ce qu'il dit des conneries, est-ce qu'il s'est lu, est-ce que ça lui appartient, et en fait c'est comme ça qu'on fait la diff. Et depuis que je fais de la vidéo, bah c'est là où je pète en fait. J'avais déjà une bonne croissance, on va dire, sur les réseaux, mais depuis que je me suis mis à faire que de la vidéo, bah en fait c'est goal quoi, tout le temps. Et donc en fait intéressant que là donc de la vidéo plutôt format vertical. Format quoi? Format 1 minute, 2 minutes, plus 30 secondes, t'es sur quoi? Bah en fait, j'ai été le premier aussi en France en tout cas à faire ça. Là, c'était au mois de septembre. C'est que des coachs, il y en a plein depuis le Covid. Il y en a plein qui s'improvisent coach. Il y en a des très bons, d'autres des moins bons. Je suis pas là pour faire la police, mais en tout cas, la différence c'est que personne faisait de la vidéo sur le coaching et personne faisait de la vidéo dans les coulisses. Tu vois, moi j'ai emmené mes caméramans maintenant sur chaque semaine dans mes coachings. Et en fait, on faisait un format, tu vois, hyper ludique et encore une fois un peu drôle. Et donc un format de 2 minutes sur LinkedIn. Et après, j'ai des formats shorts. Donc, depuis mes coachings, on va extraire aussi des shorts de trucs que je vais pouvoir dire. Donc, moi, encore une fois, ça suit ma guideline de être authentique. Et même si aujourd'hui, je fais ce truc avec l'agence personnelle où les gens, tu sais, rigolent et te disent hey, tu parles à un mur. Ouais, y a un connard, il y a un mec à qui je parle. En fait, t'as l'impression que je parle à un mur, mais je parle pas à un mur. Mais en tout cas, c'est le format qui est peut-être un peu en train de s'épuiser, même s'il fait beaucoup, beaucoup de vues. Alors que moi, je m'étais dit, ok, bah, je veux pas que les gens m'identifient comme un mec qui parle qu'au mur. Donc, je veux leur montrer qu'en fait, je suis vraiment sur le terrain, j'ai vraiment des équipes, je suis un vrai coach. Et en plus, j'ai tellement de coaching parce que je coach en moyenne au moins 4 boîtes par semaine depuis maintenant plus d'1 an. Donc, je pense qu'en termes de track record, il y a personne qui coach plus que moi aujourd'hui en France. Et je veux le montrer ça. Je veux montrer que toutes les semaines, j'ai des boîtes différentes et que j'y vais tout le temps. Et donc, je suis tout le temps sur le terrain. C'est pas juste, je fais des posts écrits que je pompe aux US ou que je pompe ailleurs. C'est ma gueule que tu vois tout le temps en fait. Et c'est ça, je pense, où les gens se reconnaissent et voient aussi mon énergie. Je suis hyper actif, donc tu me vois, je dis merde, chier putain, je cours partout, je dis des conneries, j'ai des bananes avec moi, bandana, tu vois. Donc à la fois, ça fait marrer. En fait, j'ai un peu envie fucked up, tu vois, le mindset des gens, c'est en mode, putain, c'est qui ce con avec son bandana, il est ridicule. Ah putain, mais en fait, ce qu'il dit, c'est pas si con. Tu vois, en fait, j'ai envie de les brouiller avec ça, tu vois. L'habit fait pas le moine. Exactement. C'est pas parce que j'ai des tatouages, que j'ai un bandana, que je suis en t-shirt, que en fait, genre, je vaux de la merde, parce que ce que je dis, ça a de la valeur. Et c'est ça que j'essaie, tu vois, d'amener. Et du coup, c'est quoi un peu ton process sur la partie vidéo? Alors, c'est vrai que depuis tout à l'heure, tu parles de l'agence personnelle. Donc, l'agence personnelle, hein, c'est la boîte cofondée par Caro Mignot et j'ai oublié le nom de son cofondateur. Arnaud Gazet et non pardon l'autre c'est comment Clément, je dis SSB parce que je sais Clément, jamais du coup son nom. Clément qui est monstrueux. Arnaud c'est l'associé de Caro sur FR. Exact, sur FR exactement. Sur le SaaS. Ils sont trois et donc l'agence personnelle c'est ça, donc, qui est une agence en fait qui est là pour t'aiguiller sur du coup ta création de contenu et notamment sur cette partie vidéo que Caro a complètement craqué, que maintenant elle distribue, elle vend à travers l'agence personnelle. Et alors, du coup, ça va être quoi le process pour toutes ces vidéos? C'est toi qui les scriptes et après tu batches, tu viens pendant une après, mais là t'en tournes une quinzaine. Comment ça se passe? Pour l'agence, tu veux dire? Bah, notamment sur ta partie vidéo courte, seul face cam. Non, bah ça du coup j'ai que avec l'agence personnelle sur les seuls face cam, donc ça c'est leur process à eux, du coup où on se voit et puis on tourne les vidéos. Comment ça se passe dans ces cas? C'est un peu les deux en fait. On vient avec des idées communes et puis on voit en fait le jour J lesquelles nous font le plus triper et puis on tourne les vidéos. Donc il y a du taf de leur part, du taf du mien et puis on mêle un peu les deux et puis let's go.
Et après, moi, tous mes shorts, sinon, ils sont faits avec mes monteurs. Donc maintenant, ça fait presque 1 an qu'on bosse ensemble, donc ils ont l'habitude, tu vois, à force de dire, ok, moi, je préfère plutôt ça. Là, ça va être important d'en parler, etc. Mais tout le monde bosse en full autonomie, donc c'est hyper bien et c'était très facile pour moi. Donc ils viennent avec moi, on tourne, ils m'envoient les vidéos, ils m'envoient les rushs, les shorts, s'il faut, on retouche et puis tout sort quoi. Donc tout est extrait du contenu, du réel, du coaching sinon. Et du coup, tout ça, tu le balances, je suppose, également sur YouTube. Pareil, t'arrives à un peu percer là-dessus ou c'est plus difficile? J'ai pas trop regardé pour être franc parce que en plus là je suis en train de déménager depuis pas longtemps, donc moi ça fait pas longtemps que ça pète, on va dire depuis mars-avril. J'ai lancé les réseaux peut-être fin d'année, c'était pas foufou du tout, j'ai changé une fois de community manager, ça commence à être un peu mieux, puis là maintenant je suis passé avec l'agence personnelle, mais j'ai pas du tout traqué, enfin moi C'est dur YouTube, hein. Ouais, c'est super dur et puis je sais pas si j'ai les bons formats pour en réalité, tu vois, genre j'ai des mini vidéos qui sont bien à mettre dessus et donc ça fait moi YouTube, je le vois aujourd'hui comme une bibliothèque. Genre j'ai plein de contenus différents et je les centralise. Mais j'ai pas je pense que j'ai pas du tout le format pour percer sur YouTube, tu vois, j'ai pas des vidéos de 5-10 minutes face cam montées où j'explique un concept de sales et je pense que c'est ça qui marche bien sur YouTube. Donc en revanche par contre je balance toutes mes vidéos qui sont aussi sur mon site et donc les gens s'ils se tapent un peu ma page YouTube, bah, ils vont voir justement tous les shorts, ils vont voir toutes mes mini vidéos un peu drôles de 2 minutes où je suis en coaching, où ça marche vraiment bien. Enfin moi j'ai des gens qui me disent mec t'es la meilleure série de vidéos sur LinkedIn aujourd'hui quoi, je t'attends comme Netflix toutes les semaines à te voir en coaching. Donc on a réussi, tu vois, à mêler encore une fois le côté valeur et humour qui moi est primordial pour moi. Moi je veux vraiment qu'on se marre en fait. Si je me marre pas dans mon taf, si je me marre pas avec mes clients, avec les gens qui me suivent, ça sert à rien, je vais me faire chier, tu vois. J'adore la DA. Putain, elles sont bien les miniatures que vous faites, hein. C'est Elles toi, sont c'est en cool, interne ouais. aussi que vous faites ça? Ouais, les miniatures, c'est mon petit monteur Francis, qui est une frappe d'ailleurs, qui bossait avec Guillaume Moubèche aussi avant. Et on a mis du temps avant de trouver un bon truc et les dernières, elles sont vraiment, vraiment cool, ouais. Ouais, franchement, là, quand tu te tires une balle avec une banane, là, c'est quand même c'est assez sympa. Très, très J'aime con, bien. ouais. On adore. Ouais. Bah alors, vous allez voir un Enzo Colucci avec 2C sur YouTube. Ça balance pas mal. Non, mais c'est ça que Hmm. du coup, en fait, de toute façon, ça que YouTube, c'est un game de ouf. Mais bon, toi, du coup, tu mets beaucoup, je suppose, en short. Donc ça, pour la découvrabilité, c'est très bien. Mais Ouais. ensuite, pour vraiment asseoir une véritable expertise, le format vidéo, c'est quand même c'est un truc de ouf, quoi. De ouf. Et puis après, je t'avoue, enfin, pour être très transparent, moi j'ai pas de langue de bois, c'est que il y a de plus en plus de, comme je te disais, du coup de coach, etc. Et donc le contenu, c'est facile de se l'approprier. Et il y a toujours eu, tu vois, une part de moi qui est en mode jusqu'où j'en mets, tu vois. Jusqu'où j'en mets parce que bon, comme disait Nekfeu, ils pourront jamais pomper la réflexion ni la substance vive. Mais donc, je me dis que personne fera jamais comme moi. Et pour autant, il y a plein de contenus, des trucs où je sais que je suis le seul un peu à le proposer. Et parfois, je suis en mode, j'ai pas envie de le donner. Tu vois, genre, j'ai pas envie de faire ce cadeau à tous les concurrents qui me suivent et qui s'approprieront du coup ça. Où je sais que c'est des petits détails et c'est dans les détails qu'on fait la différence aujourd'hui d'ailleurs en sales. Et donc j'ai toujours, tu vois, cet entre-deux. C'est pour ça que je fais pas encore de formation en ligne. C'est pour ça que je suis pas encore au fait de ce truc-là. Je préfère faire mon petit truc avec mes clients, être bien. Et d'ailleurs, tu vois, on en a pas parlé, mais moi, mon ambition aujourd'hui, elle est pas du tout de scaler, hein. À chaque fois, on me dit, ah putain, t'es tout seul, C'était donc ma prochaine question. bah voilà, putain, mec, comment tu scales? Du coup, tu vas recruter des coachs, tu vas faire une agence? Ah non, pas du tout, frère. Moi, je vais rester seul. J'ai mon frère moustache, Philippe, avec qui on fait des coachings en binôme. D'ailleurs, on est les seuls en France à faire du coaching à deux en sales. Et un autre gars que j'adore, Jim. C'est les deux à qui j'envoie du business parce que c'est les deux en qui j'ai full confiance. Et tout le reste, voilà, j'ai mes petits clients, je tourne l'année, j'ai pas du tout l'ambition de faire 10 millions en étant 15, tu vois, genre je préfère faire mes 400 000 euros par an tout seul, ce qui est déjà, je trouve, colossal, en travaillant 9 mois par an et 3 jours et demi par semaine et pas me faire chier, tu vois, et avoir du temps pour ma vie à côté, ma copine, ma famille, mes potes, donc pas envie de Et scale ça, du tu tout. penses qu'à un moment donné, ça va pas te titiller de vouloir aller chercher plus parce que c'est quand même un peu ça aussi l'ADN du sales qui, en général, les plateaux, ça le fait chier, quoi. Bah peut-être qu'à un moment donné, là pour l'instant, je sais pas ce que tu vois, genre ça fait à peine 1 an. En réalité, moi j'ai monté ma boîte Oui, oui. officiellement, mais que c'était au mois d'octobre, hein. Donc Oui, donc déjà, sur un an, c'est quand même déjà tout à fait louable. et en moins d'un an, je tourne à entre 10-12 000 de CA par semaine, tu vois, genre donc et j'ai fait ça dès le premier mois en fait. Donc
Maintenant, j'ai stabilisé ce truc-là, j'ai envie de profiter un peu de la vie à côté, parce qu'en fait, je me rends compte que depuis que je suis plus salarié, j'ai vraiment une bien meilleure qualité de vie. Alors, je pousse pas les gens, attention, ça veut pas dire que quittez vos CDI, lancez-vous l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est dur. Je suis pas en train de prôner ce truc-là, mais c'est juste qu'en tout cas, moi, je le ressens comme ça. J'ai plus besoin de travailler le week-end sur mes projets perso, parce que mes projets perso, c'est mon quotidien. J'ai beaucoup plus de temps, j'accepte de plus bosser tard. Et ça me fait du bien. Et donc en fait, pour l'instant, j'en ressens pas le besoin. Mais après, t'as sans doute raison. Peut-être que ça se trouve, je te dis une bêtise, 4-5 ans, ça va me faire chier, j'aurai atteint le plafond et je vais dire ok, vas-y, viens, on remonte une boîte, viens, on défonce tout, pourquoi pas, tu vois. Mais aujourd'hui, c'est pas du tout comme ça que je vois le truc. Et je ne vois pas le côté scale en coaching. Je vois le côté squad, mais pas scale, dans le sens où je le vois, les agences, moi aussi pour être vite fait aller chez Iconoclast quelques mois pour développer leur partie B2B. Je vois les Akimbo, je vois les Jab d'ailleurs qui sont morts, t'as vu entre temps. Donc finalement en fait ces agences qui prennent des coachs justement, qui les prennent pas trop cher ou alors qui les prennent en indépendant. En fait, je l'avais dit à Iconoclast à l'époque. Les mecs, quand ils viennent pour un coach. Ils viennent pas pour Iconoclast, ils viennent pas pour Akimbo, ils viennent pas pour quelqu'un d'autre. Ils s'en battent les couilles de la méthode. Ils viennent pour un prof, ils viennent pour un coach. Et donc, c'est là où c'est très dur de monter une agence. Dans ce cas-là, c'est une agence d'Avengers. Mais c'est pour ça que je parle de squad. C'est que chacun est indépendant, chacun a son business. Et après, par contre, on se refile les clients quand il y a de l'extra, tu vois. Mais le modèle comme ça, moi, j'y crois pas. D'ailleurs, il marche pas, on le voit aujourd'hui. Ok, non mais écoute, hyper clair. Donc en fait, toi aujourd'hui, tu te considères comme un solopreneur. Ouais. Tu te sens en tant que tel. Et je te vois pareil, moi, en fait, là aussi, je pense que je t'ai pas mal connu. Euh, c'est que justement, vous êtes pas mal, je te vois tout le temps en fait fourré avec d'autres solopreneurs qui sont également créateurs de contenu. Je crois même que récemment, vous vous étiez pris une baraque, là, justement, avec toute la bande de la Caro et personnelle, tout. etc. Et que vous êtes fait kiffer. Et vous, ça, c'est comme un truc que tu as fait tout de suite, ça, essayer de te faire un gros réseau sur cette thématique du coup des créateurs de contenu, solopreneurs. Et est-ce que vous êtes vous êtes fait un peu votre bande et vous faites bosser un peu les uns les autres, c'est un peu ça l'idée? Moi, je t'avoue, l'agence personnelle, ça regroupe plein de créateurs. Je les connais depuis pas très longtemps, mais j'avoue que depuis que je suis sur LinkedIn, on va dire, ça fait 2 ans où je m'y suis remis vraiment à plein, où il y avait du business dedans. Allez, on va dire un peu plus de 2 ans. Allez, vraiment, je m'y suis remis pendant le Covid 2020, mais le temps que ça monte. Mais en fait, tu vois vite aussi les gens avec qui ça fit quand t'es en commentaire, quand tu vois le contenu d'autres, etc. Donc en fait, par nature des choses, moi qui suis très sociable et qui adore aller vers les autres et qui adore aussi commenter des conneries, tu vois vite aussi le second degré des uns des autres et en fait tu tisses des liens très rapidement avec des gens. Tu vois, moi j'adore savoir que LinkedIn, en fait il y a des vrais gens derrière. Là j'ai fêté mon anniversaire il y a 2 semaines, il y avait plein de gens de LinkedIn que j'ai rencontrés et que je connaissais pas il y a encore 2 ans et pourtant que je mêle à une même fête avec mes meilleurs potes d'il y a 15 ans. Donc je trouve qu'on peut aussi créer des vrais liens. Et après, c'est à toi de choisir. C'est toi qui vois qui fit pas avec tes valeurs. Mais clairement, après, derrière, je pense que c'est important de se constituer une base, en tout cas, de gens avec qui tu as envie de refiler du business. Tu vois, enfin, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Je te parlais du win-win-win tout à l'heure avec mes partenaires. Je vois les potes autour de moi de la même façon, tu vois. Donc, c'est important. 100 000 fois d'accord, tu vois là, je rentre d'un déj où on était une quinzaine et tu vois une quinzaine d'entrepreneurs. De base, on s'est rencontrés sur LinkedIn. Après, ils sont tous devenus membres de mon Poney Club. Tu sais que j'ai à Bordeaux un club d'entrepreneurs. Et en fait, maintenant, tu vois, on se fait des bouffes juste parce qu'on est potes. Franchement, ce C'est midi, je ouf, hein. pense qu'on a quasiment pas parlé de taf, quoi. Tu vois, on a parlé évidemment politique. Alors comme nous, on est un peu plus vieux que toi, on a parlé des gamins, on a parlé des vacances, on a parlé des baraques, on a parlé de trucs vraiment perso. Et ça qu'au début, tu vois, même moi, j'avais créé le Poney Club avec ces gens de LinkedIn de base pour avoir une sorte de soupape de décompression où on peut parler de taf. Parce que quand on en parle avec sa famille ou ses potes qui sont salariés, malheureusement, ils comprennent pas toujours ce qu'on vit. Et en fait, tu vois, au final, c'est devenu des potes. Et en fait, aujourd'hui, on va plus parler encore une fois, de foot et de politique que du reste, quoi. Donc, écoute, C'est ouf. 1000 fois d'accord avec toi. J'ai une dernière question. J'ai Mhm. lu, tu vois, ce matin où j'ai écouté, je sais plus, justement, Caroline Mignot, décidément, on ne parle que d'elle dans cet épisode, qui disait qu'en fait, chaque année, ah non, je l'ai lu dans son livre, tu vois, hier soir. Elle disait qu'en fait, chaque année, elle avait essayé de masteriser un réseau, tu vois, elle avait commencé par LinkedIn, après, je crois que c'était la newsletter, après, c'était le podcast, et maintenant, c'est la vidéo. Toi, du coup, tu as commencé par LinkedIn, là, du coup, tu te lances de plus en plus en vidéo. Est-ce que du coup, et t'avais avant un podcast que t'as arrêté ou tu continues? Je me rappelle Non, plus. non, j'ai arrêté il y a plus de 2 ans quand j'ai commencé à me mettre sur le sujet du livre, tu vois. J'ai atteint mon Et par objectif de exemple, 50 demain, faire un épisodes. podcast sur le call, c'est un truc qui pourrait se faire ou pas?
Sur le call, je sais pas, parce que je trouve qu'on tourne vite en rond. Puis il y a un petit gars que j'adore, Augustin, qui a pris ce créneau, et donc je suis le parrain de son podcast. Et d'ailleurs, on va enregistrer, c'est semaine prochaine. Donc peut-être pas sur le call, sur la vente, pourquoi pas. Mais j'avoue que ça me titille de reprendre un podcast. On a un vrai projet dont je peux pas expliquer là devant, mais avec Mélissa Osmani, qui est une super nana dans la com. Et on est devenus très très copains aussi sur LinkedIn. On aimerait bien monter un podcast à deux. Avec un format qui est encore totalement inédit en France, et ça sera sans doute le prochain truc que je ferai, tu vois, pareil, copain, sujet cool, on se marre. Ce sera pas sur la vente nécessairement, mais ce serait plutôt le à la format, rentrée que en ça tout cas. sortirait. On aimerait bien, alors faut qu'on trouve un peu les sponsors, tu vois, pour ça, mais les sponsors sur le podcast, c'est pas si évident que ça, à part quand t'es très gros déjà, quand tu te lances. Ouais, je t'en parle pas. Moi, pareil, alors j'ai la chance de trouver à chaque fois, mais à chaque fois c'est chiant, ça me prend vraiment beaucoup de temps, quoi. J'aurais aimé que ça soit moins difficile, tu vois. Parce qu'il n'y a pas de ROI, clairement, en fait. C'est vraiment purement de l'awareness sur ton podcast. Donc, il faut des boîtes qui soient prêts à mettre un billet là-dessus. Alors que eux, forcément, tu parles aux directions marketing, et eux, ils veulent se dire, si je mets 1 euro, je veux que ça m'en rapporte idéalement 2. En tout cas, que j'en perde pas. Et donc, ça, t'as pas trop de garantie sur un projet qui se lance. Donc, c'est plus dur. Et nous, notre format, ça va pas être un format facile à enregistrer, tu vois. C'est pas comme si là on enregistrait à distance, ou alors qu'on loue tout le temps un truc de podcast qui coûte pas grand chose à l'heure. Nous, il y a de la logistique, et c'est ça qui rend le truc compliqué, qui rend un peu coûteux. Donc c'est pour ça qu'on galère. Sinon on aura déjà sorti quelques épisodes, mais on démord pas, et on va y arriver avec Mélissa, j'en suis sûr. En tout cas, les gens, je pense, vont kiffer le format. Très chaud si tu veux m'en parler en off juste après. Grave. Du coup. Tu pourras clairement être un invité, en tout cas, je t'en parlerai off, mais il y aura clairement moyen que tu sois invité dessus. Eh ben écoute, en tout cas, avec grand plaisir. Écoute, normalement, ça devrait nous faire un épisode qui dure environ 1 heure. Donc, je pense que c'est beau. Job is done. Je vois que l'heure tourne un peu. En tout cas, merci d'avoir été dispo 2 fois. Désolé encore pour les problèmes techniques, et puis merci d'avoir délivré toute cette valeur gratuitement pour nous et pour tous les auditeurs et auditrices qui ont écouté. D'ailleurs, je vais en profiter également pour les remercier, parce qu'ils sont de plus en plus nombreux sur le podcast. Merci encore une fois d'avoir écouté notamment cet épisode jusqu'au bout. Ça te dérange pas, je fais les petites mentions légales de fin, tu connais. Si vous êtes sur YouTube, évidemment, un petit like, un petit commentaire, et surtout abonnez-vous. Normalement, quand vous écouterez ce podcast, on aura enfin dépassé les 2000 abonnés après 6 mois. Ça c'est tellement long à YouTube. J'espère que on mettra pas 6 mois à avoir les 2000 d'après. Mais bon, écoute, au moins ça va, c'est doucement mais sûrement. Donc je reste quand même très content. Si vous êtes en audio, alors là vous êtes plus nombreux à écouter, parce qu'il y a 3 fois plus d'écoute dessus. Pareil, hein, abonnez-vous, mais surtout mettez 5 étoiles. Ça m'aide vachement pour le référencement, hein. C'est pas grand chose, mais au moins voilà. Nous on prend du temps, ça nous coûte de l'argent. Pour vous c'est tranquille, c'est gratos. Vous voulez juste mettre un petit 5 étoiles, ça fait plaisir. Enzo, qu'est-ce que je peux te souhaiter? C'est quoi, on va dire, les bails là, de ce 2e semestre qui s'apprête à commencer? Les bails, moi je suis déjà rempli quasiment septembre-octobre, donc je vais partir en vacances comme j'aime, à savoir l'esprit tranquille, avec beaucoup de clients déjà pour la rentrée. Écoute, me souhaiter de passer un bel été reposant, et de revenir avec la patate, parce que c'est aussi le but. On n'en a pas parlé aussi, mais quand t'es solopreneur, entrepreneur, c'est important d'avoir des pauses. Moi je m'impose aussi, tu vois, toutes les 6 semaines max, de prendre ne serait-ce qu'un week-end prolongé, ou de prendre des longues vacances pour pouvoir revenir, tu vois, minimum. Et maintenant c'est ce que j'ai fait, genre 3 semaines, 1 semaine de break, 3 semaines, non c'est 6 semaines, 1 semaine de break, 6 semaines, presque 1 mois de vacances, et j'alterne comme ça, tu vois, toute l'année. Donc là, on va se reposer. Quand tu auras des enfants, tu pourras te caler sur la vacances scolaires, quoi, du coup. Moi, je me cale déjà sur les vacances scolaires, vu que mon business, il est vraiment, tu vois, il est calé là-dessus aussi. Donc bon, c'est pratique, mais bon, pas encore de gosse. Alright. Merci beaucoup Enzo, merci beaucoup à tous. Plaisir. Je vous dis à très très bientôt dans La Chapelle Radio. Je vous embrasse et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, quel que soit le moment où vous écoutez ce podcast. Allez, ciao. Et j'appuie sur stop. On va essayer de pas perdre. Et ça stop. J'espère que j'ai pas fait une connerie. Hein. Non, c'est bon. On est bon, ça upload. Toi, tu vois que ça upload? Il y a marqué 99% uploading là-dedans. Parce que moi, ça me fait un truc bizarre, pas comme d'habitude là. Bon, après, normalement,
ça enregistre un peu au fur et à mesure, donc je pense pas que ça puisse mettre un bad beat. Ils ont un peu Ouais. Puis, prévu moi, j'avais ça. déjà eu ça une fois. Au pire des cas, il va falloir que. Parce que là, je crois que ça continue. Ah non, ça c'est stoppé. J'avais eu le cas une fois et au pire des cas, ça se trouve, faut que tu me renvoies un lien après s'il y a un problème. Et j'avais eu le cas avec quelqu'un. Moi, j'ai que des couilles à chaque fois Riverside avec les gens avec qui j'enregistre dessus. Non mais tu sais quoi mec, en vrai le pire c'est que j'en ai pas eu sur tous les épisodes. C'est ouf. Là je sais pas si c'est une couille ou quoi, mais c'est que là c'est marqué stopping et ça m'a mis un petit message chelou. Bon écoute, en vrai je pense Tu que vas ça va voir aller. et tu me dis, je vais- mais je vais normalement, je laisser- sais que. Je vais laisser la page ouverte et puis Ouais. moi c'est en train, c'est marqué c'est bon. C'est marqué que c'est en train d'upload. Moi, je Ouais, suis ça revenu va à être bon zéro. normalement, je pense. Actual recordings, higher Bon, dans tous les quality. cas, toi, je te libère. Je pense que tu peux y aller sans problème. Non, bah écoute, si t'es bon, de toute façon, au pire des cas, comme je te dis, si t'as une couille, tu me dis. Moi, j'avais eu le cas avec quelqu'un qui m'avait renvoyé un lien, j'avais juste eu à cliquer dessus pour que ça charge et normalement, t'avais eu tout bon derrière. Donc, si jamais t'as besoin, t'hésites pas, mec. Trop bien. Eh ben écoute, en tout cas, merci à toi Trop cool, Enzo. Hugo. Je te dis à très bientôt. Puis si je peux faire Yes. quoi que ce soit pour toi, si un jour t'as besoin, bah tu me demandes. Ah bah attends, si. Du coup, Avec c'est quoi plaisir. le truc que tu veux faire avec Mélissa? C'est un format, mec, podcast, on peut pas trop en parler là, mais c'est un format assez particulier, tu vois. On veut pas enregistrer dans un truc de podcast, ça va être un podcast en mouvement, pour te donner un peu une idée, mais ça va être Moi, un du truc coup, à la un peu rentrée, drôle. moi, je fais un podcast en voiture, tu vois, pour te dire. Débat. Bah, c'est ce qu'on veut faire aussi. Moi, ça va. Attends, moi, je m'appelle Hugo Benz. Ça va s'appeler Interview dans ma Benz. J'adore. Et du coup, c'est bon, j'ai trouvé le sponsor et du coup, il me fournit le chauffeur et le Mercedes-Benz, du coup, un gros van. Et Débat. je fais les premiers en septembre, voilà. Sauf que moi, c'est pas moi qui vais conduire, du coup. Tu vois. Ah ouais, non, nous, on va conduire, justement. Ben, moi, Nous, on va je conduire. voulais ça au début et franchement, moi, je me connais. Moi, quand je conduis, je suis assez concentré et je pense que je vais avoir du mal. En plus, dans Paris, tu vois, là, qui est pas ma ville, j'ai peur de faire de la merde, quoi, tu vois. C'est pour ça que nous, on va être deux, donc au pire des cas, il y en a toujours le deuxième qui conduit pas, qui va pouvoir aussi, tu vois, genre donner des interviews et tout, le côté un peu mec-meuf et tout, mais faut Mais qu'on du coup, relance c'est-à-dire que votre invité, il sera derrière, c'est ça? il sera derrière ou peut-être au passager devant, peut-être qu'on lui mettra à la place du mort, je sais pas encore. Ce sera devant ou derrière, mais il y a tout un setup caméra à faire, tu vois, ça qui est un peu relou. En vrai, du coup, moi, là, je suis en train de passer par une boîte. Alors, même, je peux te le dire, c'est mon demi-frère qui a ça. En vrai, Ouais. si ça se passe bien avec moi, je pourrais te l'envoyer, hein. Bah, tu me diras, parce que nous, j'avais déjà un gars aussi qui pouvait me faire ça. En fait, on voulait un setup qui était mobile parce que, en termes d'orgas, en fait, c'est chaud ce que tu dois. Alors, nous, du coup, en plus, on est deux. Donc, les deux, on doit avoir les agendas qui coïncident. On doit ramener la troisième personne. On le fait, du coup, en physique. Et donc, l'idée, c'était d'avoir une bagnole et d'avoir une boîte de lock qui nous enfile une différente à chaque fois, potentiellement. Et on doit par contre installer tout le setup en 2-2, tu vois. Donc, c'est avoir un setup avec, je sais pas, 3 caméras. On sait où les Ouais, foutre parce qu'il faut avec même des les lights et micros. tout, hein. C'est un truc très spécifique, hein, pour Ouais, faire ouais, c'est assez chaud. du recording en bagnole, hein. C'est assez chaud. Après, faut voir à quel point. Enfin, je crois que McFly, Carlito avait fait un truc vraiment à l'arrache et c'était ouf, hein, déjà. Donc, je pense qu'il faut pas qu'on se prenne trop la tête sur la logistique du truc. Eux, je crois qu'ils avaient style une GoPro qui foutait devant et ils avaient fait des épisodes, tu sais, où ils tournaient en bagnole avec des invités. J'avais vu ça vite fait. Je suis pas trop leur contenu, mais ça on me l'avait poussé, donc j'avais checké et c'était déjà très bien, hein, franchement. D'accord. Donc à voir. Alright, mec. 16h26. Bon, bah, Je cool. te libère. Merci beaucoup à toi et je te dis du coup à très bientôt. Allez, à toutes. Ciao, ciao.